tous et toutes. Je me fais la voix de la Ligue de l'enseignement pour vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle rencontre-conférence. Merci beaucoup d'être là. Il fait beau dehors, c'est l'heure de la digestion. Ça fait 2 fois plus de raisons de vous remercier d'être là. On accueille cette nouvelle rencontre-conférence qui est en fait issue d'une initiative citoyenne qu'on appelle Parlement de la Creuse. L'année dernière, à la même époque, donc à Chapitre Nature, il y a Camille de Toledo et puis Sophie Gosselin qui étaient venues présenter l'initiative du Parlement de la Loire. Et depuis, il y a donc un collectif, pas que de la Creuse d'ailleurs, de l'Indre, qui était venu et qui s'était dit, nous aussi, on a envie de pouvoir travailler là autour. Donc ils sont réunis pendant toute l'année. Ils sont une douzaine, très actifs, et donc ils ont organisé en février dernier une journée où il y a eu à peu près 50 personnes. Et donc c'est la suite en fait de cette réflexion. À la fin, il y aura un petit mot des organisateurs des ateliers qui viendront. Et les ateliers, ce sera à Charles-Briot. Et sur le programme, c'était marqué Jean Frappa, mais ce sera à Charles-Briot parce qu'il y a les balances qui vont se faire en même temps. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bonne conférence. Bon, alors, bonjour à tous. Merci en effet d'être venus nombreux pour assister à cette conférence qui est intitulée « Mouvement et manifeste pour les droits de la nature ». D'où ça vient et vers quoi allons-nous ? Avec moi, Marine Calmette, qui est avocate de formation et cofondatrice de l'ONG Wild Legal, donc une ONG qui se définit comme un programme juridique expérimental et interactif où des étudiants, experts et citoyens collaborent pour les droits de la nature. Et Marine est aussi l'autrice d'un livre qui s'appelle « Devenir gardienne de la nature » qui est paru en 2021 aux éditions Tana. Et au centre de la table, Hilaria Casio. Hilaria Casio est donc docteur en géographie, maîtresse de conférences rattachée à l'école d'urbanisme de Paris. Et depuis 2015, elle est vice-présidente de la Commission nationale du débat public, qui est l'autorité indépendante garante du droit à l'information et à la participation du public sur l'élaboration des projets et politiques publiques ayant un impact sur l'environnement. Et je vous rassure, elle vous expliquera tout à l'heure ce qu'on y fait à la CNDP. En plus simple. Avant de commencer, on va écouter la voix de Christopher Stone, qui est un des penseurs pionniers en matière de droit de la nature. Donc, c'est une interview qu'il a donnée en 2013. Je donne juste quelques éléments de contexte avant de l'écouter. Donc, l'histoire à laquelle il fait allusion, elle a lieu dans les années 60. C'est Walt Disney, que vous connaissez, cette énorme compagnie, qui à l'époque voulait créer un parc, on va appeler ça plutôt une station de ski, une station hivernale, dans un parc qui s'appelle le Mineral King Valley, voilà, et auquel s'est opposée une association environnementale qui s'appelait le Sierra Club, parce que dans cette vallée se trouvaient des séquoias géants. Et voilà, pour le reste, c'est Christopher Stone qui nous raconte ça. De l'écriture de son article. Walt Disney Enterprises had proposed to develop the Mineral King Valley. By develop, I mean put in motels and restaurants. Walt Disney Enterprises avait proposé de développer la Mineral King Valley en y installant des motels, des restaurants et d'autres choses dans ce genre. Le Sierra Club a contesté le permis autorisant cette exploitation. L'affaire a été portée devant la cour d'appel et le service des forêts a dit « Écoutez, vous, le Sierra Club, n'avez pas la possibilité d'agir. C'est peut-être une erreur de délivrer le permis, mais vous n'êtes pas lésé. En tant que club, vous n'êtes pas lésé. » Lorsque j'ai vu cette affaire, j'ai pensé que c'était d'une certaine manière un peu stupide. Il s'agit d'une décision importante concernant un tel développement de la Mineral King Valley. Je ne suis pas sûr de la manière dont elle devrait être prise, mais elle devrait au moins être entendue. Et si le problème est que le club n'a pas été lésé, qu'il n'a subi aucun préjudice, pourquoi ne pas dire que le préjudice est subi par la Mineral King Valley ? Lorsque l'affaire a été jugée, la majorité de la Cour suprême s'est rangée à l'avis de la Cour d'appel. Mais le juge Douglas a déclaré « Pourquoi ne pas suivre essentiellement la position de Stone et laisser la Mineral King être le plaignant ? Laisser cette affaire s'intituler Mineral King contre le ministère de l'Intérieur. » L'accueil qui a été réservé à notre proposition m'a davantage surpris qu'il était chaleureux. Les gens aimaient l'idée que nous devrions parler au nom de la nature, que la nature devrait avoir sa propre voix. Et
lorsqu'ils ont compris que même si la nature ne peut pas s'exprimer, donc là, c'était donc les entreprises ne peuvent pas s'exprimer, les États-nations ne peuvent pas s'exprimer, alors ils engagent sur ce qui fait qu'aujourd'hui, on estime que le droit n'est pas suffisamment bien fagoté, en gros, qu'il est inefficient pour préserver efficacement les espaces naturels. Bonjour à tous. Pour répondre à cette question, je vais moi-même vous poser une question. Qu'est-ce qui est, à votre avis, le point commun entre une mine d'or en Amazonie française, des super bateaux qui font de la pêche industrielle au large de nos côtes ou des champs en monoculture de pesticides? Le point commun entre tout ça? L'argent, le capitalisme, tout à fait. Mais aussi que ces activités sont parfaitement légales. Et il est là le problème. Ce qui illustre et répond, je pense, de la façon la plus efficace à ta question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le droit ne repose pas sur des bases scientifiques. Les bases qui nous alertent, pourtant, en disant attention, dérèglement climatique, attention, crise de la biodiversité, et tous les autres savoirs que nous avons acquis d'ailleurs, que ce soit sur l'équilibre des sols, que ce soit sur les besoins des forêts, des cours d'eau, etc. Tout simplement, notre droit, il a été conçu hors sol et sans se rattacher à nos connaissances écologiques, justement parce que le prisme économique est celui qui, avant tout, guide nos choix. Et malheureusement, on le voit, les industriels ont de bien meilleures aptitudes à chuchoter dans l'oreille des décideurs que les scientifiques. Et donc, on a comme ça un droit. Alors, j'aime bien, pour simplifier, ou peut-être pour ceux qui préfèrent l'informatique parmi nous, j'aime bien comparer le droit de l'environnement à un code informatique. Le droit en général, d'ailleurs. Le droit, c'est comme un logiciel. D'ailleurs, on parle de lignes de code. Eh bien, pour le droit, c'est pareil. On parle de lignes dans le code aussi. Parce que, en fait, le code vous dit blanc ou noir, 1 ou 0. Bien, le droit, il vous dit légal ou illégal. Et donc, de cette manière-là, on a, dans notre société, façonné une matrice informatique qui fait que si on demande quelque chose à ce code, il vous donne une réponse. Sauf que, il y a un bug dans cette matrice, c'est qu'il n'y a aucune ligne de code qui ne prévoit les limites planétaires, qui ne prévoit le fait que, simplement, notre société, notre civilisation doit s'inscrire dans la capacité de résilience du vivant. Et donc, forcément, on a un code qui marche tout à fait bien si on le pense totalement hors sol. Et puis, aujourd'hui, on se rend compte que ce code, il y a un problème dans l'écriture lui-même, c'est que rien ne nous rattache au vivant. Et donc, c'est ça, pour répondre en substance et sans vous faire un cours de droit, parce que justement, on vient tous de déjeuner, pour répondre de manière imagée à ta question, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un droit qui est considéré comme lacunaire par rapport à notre réalité, qui est celle des limites planétaires. Et donc, c'est parce que la juriste qui est en vous se retrouve limitée par rapport à ce code que vous êtes intéressé à cette idée de doter les espaces naturels d'une personnalité juridique, et que vous êtes donc intéressé à ce texte qui a été écrit par Christopher Stone, la personne qu'on a entendue en début de conférence, en 1972, un article qu'il a écrit qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» Et je crois que ce texte a vécu une sorte de première concrétisation légale en Amérique du Sud en 2008. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Texaco en Équateur? Oui, alors ce qui s'est passé en Équateur et qui se passe tous les jours un petit peu partout dans le monde, donc, Texaco avait exploité des forages pétroliers dans la forêt amazonienne. Et puis, après un certain nombre d'années d'exploitation, était parti et avait laissé derrière lui une zone totalement intoxiquée. Il faut vous imaginer que dans certains territoires autochtones dans la forêt amazonienne, on marche littéralement dans des flaques d'hydrocarbures. Les gens ont développé des maladies là-bas. Et évidemment, il y a eu un mouvement pour essayer d'obtenir justice, d'aller devant les tribunaux et de faire condamner Texaco Chevron, au moins à remédier à ces dommages environnementaux.
Et Texaco s'est systématiquement planqué derrière le droit international, derrière des sociétés écrans, pour faire obstacle à la justice. Il y a eu énormément de débats autour de cette question-là. Et puis est arrivé un nouveau président qui s'était engagé à réviser la Constitution. Un ras-le-bol assez général dans la société d'un modèle néolibéral qui avait provoqué crise économique sur crise économique. Et le mouvement était de dire, il faut qu'on se réapproprie notre histoire. Il faut qu'on soit maître de notre destin, il faut qu'on refuse la société capitaliste et qu'on l'inscrive ça dans notre nouvelle constitution, tout en se réappropriant aussi notre identité, puisque vous le savez, en Équateur, il y a une très forte identité autochtone et la tradition andine et cette fameuse terre-mère dans la cosmovision andine a fait qu'ils se sont dit, voilà, on veut proposer un texte qui nous ressemble, et donc ils ont proposé ce fameux article 71, notamment, qui prévoit la reconnaissance des droits de la terre-mère, de la Pachamama, dans la Constitution. Et c'est à une assez large majorité que le texte a été adopté et a renforcé du coup la place de la protection de la nature dans la Constitution. Et ce qui est surtout très important, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'environ une 50aine de jurisprudences en Équateur qui se sont appuyées sur les droits de la nature, pour faire obstacle à des projets miniers, à des projets pétroliers, mais aussi à la reconnaissance de droits fondamentaux aux requins dans les Galapagos, aux droits des animaux sauvages dans les grandes forêts, dans les grands espaces de la forêt amazonienne d'Équateur. Et donc ça a eu des impacts très concrets en fait, sur la vie des gens. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ça a fait tache d'huile. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots pour les... mais bon, disons que... ça a fait effet boule de neige, parce que ça c'est vraiment à partir, si vous mettez les nombres, les cas des droits de la nature qu'il y a eu dans le monde depuis l'Équateur, c'est impressionnant, parce que quelqu'un qui viendrait à étudier ces jurisprudences, justement, verrait, ça a fait une courbe exponentielle de cas partout dans le monde. À partir de 2008, c'est vraiment le moment charnière où d'un coup, le mouvement des droits de la nature s'est envolé, alors que l'idée en fait de Christopher Stone, qui était présente aussi chez d'autres penseurs, déjà chez Aldo Leopold, si vous l'avez lu, Aldo Leopold, il le disait déjà, il faut reconnaître des droits fondamentaux à la nature, il faut faire en sorte de ne plus considérer ce qui nous entoure comme un ensemble de biens et de ressources exploitables, mais au contraire personnifier et créer un dialogue avec ce qui nous entoure. Alors on va parler beaucoup plus concrètement de ce que c'est, mais juste avant, je voulais faire un petit détour, parce qu'en préparant cette conférence, quand j'en ai parlé autour de moi, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, beaucoup des personnes ont trouvé ça plutôt incongru comme idée, de doter, encore une fois, des espaces naturels d'une personnalité juridique, et vous dites, en fait, c'est normal de trouver ça incongru. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est normal de trouver ça incongru ? Oui, alors, il faut voir que le droit, c'est une fiction. On écrit le droit, et donc, par définition, le droit, c'est un produit de notre vision du monde. C'est vraiment une science sociale, dans le sens où c'est une expression de la société à un instant T. Et puis, en fait, il y a une boucle de rétroaction, je parle souvent de ça, parce que en fait, la manière dont nous nous concevons en tant que société fait qu'on écrit des normes à l'image de notre société. Mais en fait, ces normes, ensuite, elles ont un impact direct aussi sur la capacité, ensuite, pour la société de se renouveler. Aussi, dans une société patriarcale, on a des lois qui banalisent les violences envers les femmes, les discriminations envers les femmes, et donc du coup pour les femmes c'est d'autant plus difficile ensuite de s'imposer dans la sphère publique, dans la sphère privée aussi d'ailleurs, et dans l'expression de la société en général. D'ailleurs, la femme était un non-sujet politique pendant très longtemps. Et donc Christopher Stone aussi revient là-dessus dans son ouvrage en disant... Et en ouvrant son ouvrage, les arbres doivent-ils pouvoir plaider, par un dézoom historique, pour nous rappeler que l'idée même de personnalité juridique n'est absolument pas une constante dans l'histoire de l'humanité. Les esclaves étaient considérés comme des choses. D'ailleurs, les peuples autochtones n'étaient pas considérés comme des humains. Les Noirs étaient considérés comme des bêtes sauvages, avaient le statut d'animal, et on pouvait exploiter leur force de travail, les acheter, les vendre. Enfin, je veux dire, pendant une très longue partie de l'histoire de l'humanité, la qualité d'être humain biologique n'était pas nécessairement corrélée au fait d'avoir un statut juridique, d'être doté de droits fondamentaux. Et le statut des femmes en France est d'ailleurs tout à fait représentatif de cette question-là. Les femmes étaient considérées comme des mineurs incapables, placées sous la tutelle du mari ou du père. D'ailleurs, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est un alignement des planètes, mais 1972. En France, c'est aussi un moment très important. C'est l'année de la plaidoirie de Gisèle Halimi sur le droit à l'avortement. Je vous remets dans la situation. Gisèle Halimi
avocate, défend une jeune fille qui a été violée, puis dénoncée par son violeur pour avoir avorté illégalement à l'époque. Et elle plaide la cause de cette jeune fille devant un parterre de magistrats exclusivement masculins. Et elle rappelle que dans le Code civil, le premier Code civil français, il est écrit noir sur blanc, la femme est donnée à l'homme comme l'arbre fruitier est donné au jardinier, pour lui faire des enfants. Et ça, c'est ce qui est écrit à l'époque dans notre Code civil, c'est-à-dire que c'est au fondement de notre société. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, quand Christopher Stone écrit « Tant qu'on n'a pas donné la personnalité juridique à l'autre et ses droits fondamentaux, on ne peut voir cet autre que comme une chose à notre usage, que comme l'homme qui conçoit la femme uniquement à travers sa fonction reproductrice, que comme le maître qui conçoit l'esclave uniquement à travers sa force de travail, eh bien, nous ne considérons finalement la nature que comme un ensemble de ressources exploitables là pour nous servir et servir notre société. Et donc, c'est cette banalisation, en fait, des violences qu'on fait subir aux autres qu'il est temps de questionner. C'est ça que pose comme ouvrage, en fait, fondateur Christopher Stone, c'est de dire « Et si ?» L'avenir, justement, de cette personnalité juridique n'était pas cantonné qu'aux êtres humains, mais devait s'élargir, et élargir de ce fait aussi toutes les frontières de notre société, à tous ces invisibles juridiques qui sont exclus de facto de notre monde. Et aujourd'hui, et il le dit déjà, hein, dans les années 72, il le dit déjà très bien, nous allons vers la crise climatique. Moi, ça m'a marqué dans le livre, c'est qu'en fait, en 1972, il est extrêmement lucide sur la crise climatique, sur l'effondrement de la biodiversité. Et l'affaire Walt Disney, en fait, c'est un symptôme. Mais il est déjà là, il est très conscient, alors qu'il est professeur de droit public, de l'effondrement du modèle du vivant en général et de notre responsabilité. Donc il ouvre en fait la question de l'éthique environnementale et de notre responsabilité, nous, humains, vis-à-vis des non-humains. Alors maintenant, c'est le moment de faire un peu de politique fiction. On va se projeter dans quelques années, pas beaucoup, on espère, et imaginons que donc, les droits de la nature soient ancrés constitutionnellement. Concrètement, comment on peut s'en saisir en fait? Qu'est-ce que ça change pour justement les espaces naturels? Donc 2030, les droits de la nature sont reconnus en France. Voilà. Non mais c'est bien de se fixer des objectifs réalistes. Hein. Donc 2030, je dirais qu'on a adopté une nouvelle constitution, soit sur le modèle de l'Équateur. Alors, je ne pense pas qu'on va reconnaître les droits de la terre-mère dans la constitution française. Ce n'est pas tout à fait adapté à notre vocabulaire. Mais imaginons que, soit par le biais... Alors, il y a deux stratégies au niveau mondial. Soit une reconnaissance globale, ça c'est la stratégie équatorienne. On est suffisamment avancé pour que, par le biais d'un référendum, on aboutisse à une nouvelle constitution. Pourquoi pas? Après tout, peut-être qu'après une grosse période néolibérale, voire je ne sais pas plus ce qui arrive, on ait envie de changer d'air. C'est possible. Bon, imaginons. L'autre stratégie qui a l'air plutôt de se dégager en France, vu qu'il y a énormément de collectifs qui se forment sur des rivières, sur des fleuves, etc., c'est la stratégie plutôt néo-zélandaise. C'est les Maoris qui bataillent comme des fous pour obtenir les droits du fleuve Wanganui. Par exemple, en Colombie, une jurisprudence qui reconnaît les droits d'un fleuve comme l'Atrato, etc. Donc il y a plusieurs possibilités, soit un dégagement écosystème par écosystème en fonction de collectifs qui commencent à faire grandir ces droits de la nature, soit une reconnaissance globale. Et puis ensuite, comment ça se traduit concrètement? Ce sont des assemblées, des conseils, des parlements qui, au niveau local, s'organisent. Moi, je pense un peu à un modèle où, à la fois inspiré du biorégionalisme, on repense notre planification territoriale à travers les droits de la nature. C'est ce qui s'est passé en Équateur. Grâce à la nouvelle constitution, eh bien, certains projets miniers ont été abandonnés. Les juges ont imposé à l'État d'organiser des concertations locales pour faire des plans de développement, des plans territoriaux compatibles avec les droits de la nature. Donc les citoyens, les scientifiques, les élus ont été associés pour définir ce que nous on appelle vulgairement un SCOT, un SRADET, enfin bon, voilà, avec vraiment cette idée de comment les activités humaines deviennent compatibles avec les besoins fondamentaux de la nature. En gros, c'est l'idée d'un peu d'un biorégionalisme, comment on s'inscrit nous dans les besoins du vivant en tant que membres de ces écosystèmes complexes. Donc il y a vraiment une idée à la fois de gouvernance territoriale, de planification écologique et économique, et surtout de la question de qui est tuteur, qui représente, qui peut parler au nom et dans les intérêts de la nature. Là encore, il y a plusieurs stratégies. En Équateur, vu que c'est une reconnaissance globale, chaque citoyen d'Équateur peut porter une question devant l'administration ou devant les juridictions lorsqu'il y a
potentiellement danger pour les droits de la nature. C'est le cas en Inde aussi, ce qu'on appelle l'actio popularis, l'action populaire. Et puis d'autres stratégies de gouvernance où là, pour le coup, on définit des conseils. Sur le Wanganui, il y a donc 2 gardiens qui représentent le fleuve. Sur d'autres territoires, comme sur le fleuve Atrato, par exemple, ils sont plus nombreux et ils se désignent. Alors, soit on prend des personnes qui sont légitimes parce qu'elles se sont historiquement illustrées par leur combat ou par leur connaissance du fleuve ou de la rivière, etc. Ou alors des personnes nommées régulièrement changées, comme nous on connaît dans notre modèle, je dirais, d'élection démocratique. Assez classique finalement, mais ça pose véritablement la question de comment on fait pour représenter aussi les intérêts des non-humains dans nos modèles démocratiques demain, et comment on en fait aussi une question de, moi je trouve, de pacification des relations dans nos territoires, parce que ce qui est assez incroyable, c'est que là où les droits de la nature s'implantent, les citoyens sont vraiment amenés à repenser complètement leur modèle démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun territoire où les droits de la nature ont été reconnus qui a le même système démocratique, et ils ont toujours repensé à partir des cultures locales, à partir de l'histoire du territoire, des besoins écologiques qui sont ressentis localement, une structure, et réimaginer tout ça. Parce que finalement, j'aime bien dire, on doit passer d'un droit de l'anthropocène, un droit anthropocentré, centré sur nous, humains, pensé uniquement pour une seule espèce, à un droit biomimétique, un droit qui à la fois intègre nos meilleures connaissances scientifiques, mais aussi capable d'être biomimétique dans le sens où il donne une voix à ces êtres qui sont invisibles dans notre modèle actuel. Et donc, voilà comment ça se repense, voilà comment ça s'exprime ailleurs dans le monde, et ça réinvente, et je finis là-dessus, ça re-questionne et réinvente aussi notre capacité d'action en tant que citoyens, parce que la question, c'est demain comment on est tous et toutes gardiens et gardiennes de la nature, comment on s'investit concrètement dans cette mission de se représenter un peu plus que juste nous-mêmes, mais de représenter aussi les intérêts du milieu de vie que nous partageons avec toutes ces autres espèces qui dépendent aujourd'hui de notre capacité à penser cette bifurcation, parce qu'on est dans cette planète tous ensemble, et qu'il va falloir que notre espèce trouve des solutions pour aussi faire en sorte qu'on trouve un destin commun avec les autres espèces qui peuplent la planète avec nous. Et alors, pour savoir si cet objectif il est atteignable d'ici 2030, on va se tourner vers Hilaria, qui est notre experte en démocratie aujourd'hui. Mais donc, comme promis, elle va commencer, Hilaria, par nous dire ce que c'est que la CNDP et le rôle qu'elle a dans le débat public. Oui. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et tous, et merci de m'avoir invité ici pour vous présenter cet outil de démocratie environnementale qui est la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante. Donc, c'est un organisme public d'État, financé par l'État, un organisme public, mais qui se doit d'être indépendant du gouvernement, des pouvoirs économiques, de tout type de pression. Je le dis parce que c'est très important lorsqu'on parle de démocratie. Et c'est un outil aussi qui est très peu connu, malheureusement, mais qui, je pense, est très ancré dans la contemporanéité de ce qui nous a raconté Marine là, en ce moment. Parce que c'est une instance qui s'occupe de faire deux choses. De garantir le droit à l'information et le droit à la participation de chaque personne, citoyen, votant ou pas, chaque personne, peu importe son statut, ses compétences, son âge, chaque personne a ce droit d'être informée, de pouvoir participer à chaque fois qu'il y a une décision ou un projet qui a un impact important sur l'environnement. Donc, c'est une instance qui est là pour faire le lien, en fait, entre la protection de l'environnement et la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, quand le législateur français a créé la CNDP, est quand même parti d'un postulat de base qui est le suivant: on protège mieux l'environnement si on décide autrement, si on décide ensemble, si on élargit la décision à celles et ceux qui vont subir l'impact de certaines décisions, et en tout cas qui ont le droit d'en être informés. Donc concrètement, cette instance, elle fait quoi?
il y a d'ailleurs dans la salle un membre de la Commission nationale des débats publics, Jérémy Godet, que je salue et je remercie de l'invitation encore une fois. Et c'est une instance qui, actuellement, par exemple, nous gérons au moins 150 concertations sur tout le territoire français. On a plusieurs débats publics en cours qui concernent l'enfouissement, par exemple, pas celle-là en cours, mais on a eu à traiter de l'enfouissement des déchets radioactifs en couche géologique profonde, bien évidemment des lignes à grande vitesse, de la politique énergétique, de la politique agricole, des gros parcs éoliens donc, offshore, en mer. On s'occupe vraiment des projets qui ont un impact énorme sur l'environnement. Et nous organisons la manière dont les personnes doivent être informées et doivent pouvoir ensuite porter une parole et s'exprimer. Mais attention, et c'est là la beauté aussi et la contemporanéité des outils de démocratie environnementale qui font partie de l'arsenal législatif français. Vous voyez, quand il y a un débat public ou une démarche de concertation, le Code dit qu'on doit pouvoir parler de tout, de l'opportunité d'un projet ou d'une décision publique, de ses caractéristiques et ses coûts, et aussi des alternatives. Mais ça signifie quoi une alternative à un projet? Ça signifie que si un collectif, des citoyens, des personnes ont envie de proposer un autre projet, alternative ou une variante, ils doivent pouvoir le faire. Et on doit les mettre dans les conditions de pouvoir le faire. Vous dites, ah oui, c'est très beau ça. Concrètement, comment ça marche? Concrètement, par exemple, la CNDP peut payer de sa poche, des expertises alternatives ou complémentaires. Vous savez, quand vous êtes un maître d'ouvrage et vous portez un projet, vous avez de l'argent pour vous payer des flyers, des très jolies vidéos pour convaincre que le projet a très peu d'impact, etc. C'est normal, c'est légitime, chacun porte son projet. Mais des fois, des collectifs n'ont pas les moyens pour faire une contre-expertise des données qui sont proposées par rapport à un projet. Eh bien, nous, si on nous le demande, on peut diligenter cette expertise alternative ou complémentaire. Ça, c'est outiller le pouvoir d'agir. Ça, c'est outiller aussi une parole contraire, s'il faut que la parole contraire puisse s'activer sur un projet qui est contesté. Donc, vous voyez, c'est un niveau de démocratie environnementale qui fait le lien entre protection de l'environnement et démocratie. C'est-à-dire, si on veut avoir une prise sur l'environnement, il faut aussi pouvoir le protéger. Il faut être capable de décider autrement. C'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre transition écologique et transition démocratique. Il n'y aura aucune transition écologique capable d'embarquer le plus grand nombre si on ne répond pas à nos institutions, nos droits et tout un tas d'autres choses. Donc, on repense la manière de produire collectivement des décisions qui ont un impact à la fois sur nous, sur nos corps, sur notre santé, sur nos porte-monnaies, mais aussi sur la nature et sur l'environnement qui nous entoure. Voilà ce qui plus ou moins essaie de faire au quotidien la CNDP, même si elle doit toujours se défendre des attentes qui lui sont portées. Donc il y a des outils qui existent, vous venez de le dire. Est-ce qu'une difficulté pour que les citoyens se saisissent de cette question des droits de la nature ne réside pas dans le fait qu'il y a de plus en plus de citadins, peut-être déconnectés des espaces naturels? Est-ce que ça a un impact sur le débat environnemental? Moi, je ne sais pas. Je peux vous dire ce que je constate pour observer plusieurs concertations et débats publics par an, et en étant depuis quelques années dans ce domaine. En fait, que ce soit les citadins, déjà, si vous parlez des citadins, celles et ceux qui habitent en ville, on pourrait peut-être revoir aussi la géographie électorale, on en parlait tout à l'heure, et voir comment vote le milieu rural et le milieu citadin. Ça se récupérait avec d'autres cartes de la géographie électorale. C'est-à-dire, on sait que souvent, il y a des préoccupations environnementales, sociales plus fortes dans les milieux urbains et un peu moins, des fois, dans les milieux ruraux. Ça, c'est un peu ce qu'ils nous disent, les analyses de la manière dont on vote par différents milieux. Mais cela dit, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les participants en concertation, les citoyens, on va dire, et les citoyennes, ont deux tendances quand vous les informez correctement et solliciter leur parole. La première, c'est de monter en généralité. On l'a vu quand on a fait le débat sur la mine d'or en Guyane. Ils ne disaient pas seulement nous, on n'est pas d'accord avec l'impact de la mine sur l'environnement, les processus de cyanurisation, etc. Nous, on veut repenser juste une seconde le modèle économique de la Guyane. Pourquoi ça doit reposer sur l'exploitation des mines? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre modèle économique? Et quand les citoyens disent ça, ils ont une vision montée en généralité, une vision foncièrement politique. Quel est le modèle de société économique auquel je veux arriver? Donc, les citoyens, ils ont tendance à monter en généralité, donc à politiciser des fois, et donc à poser les questions fondamentales, alors que des fois, le porteur de projet veut les
confiné. Ah non, non, mais ça c'est bien gentil, c'est pas le sujet de la concertation, dites-nous où vous la voulez, comment vous la voulez. Eh bien justement, non. Donc ça, c'est quelque chose en fait qu'on constate systématiquement. Et la deuxième chose, c'est que les questions environnementales sont très quotidianisées, je sais que c'est pas français, hein, vous me laissez passer le terme, c'est-à-dire on a tendance à poser les questions environnementales de manière très, très concrète en fait, en rentrant pour des questions par exemple de justice sociale ou sur la manière dont au quotidien, ça signifie repenser, par exemple, quand on a fait les débats sur la politique énergétique, les personnes sont très pratico-pratiques. Elles sont très attentives à qu'est-ce que ça signifie pour elles, par exemple, parler d'efficacité énergétique. C'est bien gentil de dire à tout le monde qu'il faudra passer d'ici quelques années à avoir des électroménagers classés A, mais si tout le monde n'a pas la possibilité économique de remplir son réfrigérateur, il ne va même pas se l'acheter, le réfrigérateur. Donc, c'est ces questions-là qui vous pose le public. Donc, il ramène la question environnementale à son quotidien, mais ce n'est pas pour autant qu'il en est moins sensibilisé ou moins conscients dans leur vie. Donc c'est aussi une sorte de lieu commun que des fois on nous donne pour faire croire que les personnes ne seraient pas disposées à penser différemment leurs pratiques de consommation, différemment leurs pratiques de mobilité ou autres, au nom de l'environnement. Tout dépend, encore une fois, de la manière dont on pose dans la sphère publique, médiatique et politique les questions qui touchent à l'environnement et au futur collectif, quoi. Alors là, vous nous parlez beaucoup, et c'est très intéressant, des gens qui participent aux concertations, qui participent au débat public. Qu'est-ce qu'il en est des citoyens qui ressentent comme un déficit justement de la démocratie et choisissent du coup d'opter pour des actions à la limite de la légalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de ces citoyens et citoyennes qui s'engagent dans des luttes pour protéger ce qui pour eux est un bien commun, donc c'est déjà quand même une forme d'engagement. Si je m'engage dans du temps de ma vie pour protéger un bien que je considère collectif, je pense que c'est une forme d'engagement qui est à saluer avant tout. J'ai envie de vous dire que les femmes n'ont pas eu le droit de vote en votant, si je ne me trompe pas. Elles l'ont eu en luttant. Donc, qu'il y ait des luttes, pour moi, c'est tout à fait concevable. Et je le dis d'autant plus que je représente aujourd'hui ici une instance de démocratie environnementale institutionnelle, l'offre institutionnelle de démocratie participative, c'est-à-dire la procédure de code de l'environnement qu'on propose aux citoyens et aux citoyennes pour pouvoir s'exprimer. Mais est-ce que c'est la seule manière légitime pour pouvoir aujourd'hui réaffirmer? Je pense qu'aujourd'hui, les sciences sociales l'ont montré, on a des nouveaux frames, des nouveaux cadres d'engagement de la démocratie qu'il faut savoir accepter, faire rentrer dans le cadre plus institutionnel. Je pense que ces personnes-là qui s'engagent dans des formes qu'on peut considérer illégales, mais pas peut-être illégitimes, elles nous pointent justement l'écart qu'il y a aujourd'hui de plus en plus entre la décision légale et la décision légitime. Ce n'est pas parce que quelque chose a été décidé en respectant certaines procédures qu'elle est considérée comme acceptable, entendable. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, je pense que, au moins, ce qu'on essaie de faire, ce que j'essaie de faire aussi à la CNDP, c'est de ne jamais fermer la porte à ces formes d'engagement. Il n'y en a pas des formes qui sont plus nobles et moins nobles. Il faut vraiment comprendre pourquoi on considère qu'on n'a plus de prise sur la décision en faisant lutte qu'en participant à une démarche de participation. Ce qui m'amène à une troisième dimension, un troisième droit, on va dire, dont on parle très, très peu, c'est celui de la reddition des comptes. C'est-à-dire, il faut que les décideurs, celles et ceux qui portent des décisions qui ont un impact considérable sur l'environnement, rendent compte de la manière dont ils ont décidé. Pourquoi ils ont décidé de sacrifier tel ou tel aspect de l'environnement. Lorsqu'on fait une démarche de participation, on doit rendre compte aux participants comment on les a entendus, non seulement comment on les a entendus. Je ne parle pas de devoir restitutionnel, voici le compte-rendu qui reporte de manière fidèle tout ce qui a été dit, pour le coup sans filtre. Mais reddition des comptes, c'est apporter une réponse argumentée, expliquer pourquoi, à un moment donné, on a décidé de faire ou de ne pas faire, de protéger ou de ne pas protéger. Et ça, c'est très important. Et ces mouvements-là nous rappellent ce devoir-là de reddition des comptes, disent peut-être qu'on arrive à faire rendre compte, à avoir une prise, un impact sur la décision, aussi à travers d'autres cadres démocratiques ou d'autres cadres pour dialoguer ou se faire entendre par les décideurs. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Avant de vous laisser la parole, vous pouvez bien sûr...
Je vais juste me permettre de lancer la première question, parce que je voulais les interroger toutes les deux sur qu'est-ce qu'on peut répondre à des personnes qui penseraient que les droits de la nature viendraient à sacrifier une partie des droits individuels. Alors, effectivement, il y a un peu toujours cette peur, mais j'ai envie de dire, on l'entend souvent, donner plus de droits aux femmes, c'est moins de droits pour les hommes, le mariage pour tous, c'est moins de droits pour les couples hétérosexuels. Enfin, je veux dire, ces conflits-là, on les entend tout le temps. Et en fait, ça pose plutôt la question de quel équilibre, quelle balance, et cette peur de se retrouver peut-être cornérisée, elle a du sens, mais il faut y répondre convenablement. Parce que, pour le coup, aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui menace les droits humains, c'est le fait de ne plus pouvoir accéder à de l'eau potable, à un air respirable, à des milieux naturels qui ne sont pas contaminés par les PFAS, par les polluants éternels, par tout un tas de produits chimiques qu'on ingère au quotidien dans notre organisme et sans aucune ni consultation ni consentement de notre part. Et donc pour moi, c'est un discours qu'on entend souvent dans les sphères néolibérales qui en fait oppose faussement droits humains et droits de la nature, alors qu'en fait ce qui est derrière vraiment opposé pour eux, c'est liberté économique, droit d'entreprendre, etc., qui, oui, demain va être remis en balance, qui est remis en balance d'ailleurs tous les jours, avec la protection des milieux naturels. Parce que quand on sacrifie, comme tu viens de le dire, certains milieux naturels pour développer nos projets, heureusement qu'on se pose la question de cet équilibre, j'ai envie de dire, parce qu'on serait bien des sociopathes si on ne devait pas se poser la question de comment on équilibre la protection de nos sols, la protection de nos forêts, de notre ressource en eau avec les activités humaines. Mais effectivement, le fait de donner des droits supplémentaires à la nature, et déjà donner des droits tout court, hein, parce qu'en France, la nature n'a aucun droit, eh bien, c'est déjà se poser la question de cet équilibre entre nos besoins et surtout privilégier nos besoins essentiels, nos besoins de vie, avant des intérêts court-termistes, souvent superflus, de gens qui spéculent sur la destruction de la nature. Et donc oui, ça va rebattre les cartes. Mais moi, je dis toujours, il n'y a pas de protection des droits humains demain sans protection des droits de la nature. C'est impensable. Parce qu'avec la crise écologique que nous traversons, on ne peut pas concevoir un monde qui continuerait à vivre hors sol demain. Or, justement, il est temps de réintégrer les humains dans leur milieu naturel et d'arrêter de penser comme ça que les droits humains l'évitent tout seuls. Mais on voit bien, en fait, c'est penser ces interconnexions entre la nature et nous qui est indispensable et rebâtir un contrat social profondément écologique. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Michel Serres déjà qui le disait il y a des années. On disait il faut rebâtir un contrat social écologique qui fait que l'être humain se pense et se conçoit dans son milieu de vie. D'ailleurs, pour la petite, il y a quand même des progrès super impressionnants dans les droits de la nature partout dans le monde, mais vous savez qu'il y a un territoire qui a reconnu les droits de la nature en France. À votre avis, c'est lequel? Non, pas la Corse, pardon. Une autre idée? Non, pas la Loire non plus. Les droits de la Loire ne sont pas reconnus en France. Un autre territoire? C'est un territoire dont on n'entend jamais... Ah, tu connais la réponse parce que c'est... Ah. Les îles Loyauté. Alors, en ce moment, il y a un petit actu. C'est la Nouvelle-Calédonie. Les îles Loyauté font partie de la province de Nouvelle-Calédonie. Et il se trouve que, du fait de leur statut un peu particulier, eh bien, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ont le droit d'écrire leur propre code de l'environnement. Et les îles Loyauté, hyper impressionnées par ce qui se passait justement... La bataille des Maoris en Nouvelle-Zélande, se sont dit, nous aussi, on va écrire notre code de l'environnement. Et ils y ont inscrit deux choses très importantes. D'une part, ce qu'ils appellent en droit kanak, en droit coutumier kanak, ce qu'on appelle le principe unitaire de vie. Il n'y a qu'une vie. C'est un peu comme l'idée de santé globale. Il n'y a qu'une seule santé planétaire. Eh bien, les Kanaks ont inscrit dans leur code de l'environnement, dans les premiers articles fondateurs, le principe unitaire de vie. L'être humain ne peut pas être pensé en dehors de son milieu naturel. Et dans les consécration de ce principe, ils ont reconnu l'été dernier, à l'été 2023, les droits fondamentaux des tortues et des requins qu'ils considèrent comme des espèces emblématiques et qui sont désormais des entités juridiques dotées de droits fondamentaux et de porte-parole humains. Et donc, au sein des chefferies coutumières, au sein des élus, il y a des porte-paroles des tortues et des requins qui doivent garantir ces droits fondamentaux. Donc la France,
commence dans ces territoires d'outre-mer, des territoires qui sont souvent très loin du cœur, malheureusement. Et nous, on essaie de faire progresser avec mon ONG les droits du fleuve Maroni en Guyane française, justement parce qu'on a besoin de penser l'humain et la nature. C'est vrai, évidemment, quand vous vivez sur un fleuve comme le Maroni, tous les jours, vous êtes en contact avec la nature. Mais c'est vrai aussi quand vous habitez sur la Loire, la Creuse ou la Seine, parce qu'en fait, on a pensé s'extirper de ce milieu naturel, mais il est là, il est partout autour de nous. Et nos droits humains ne seront pas garantis demain si nous ne sommes pas capables de concevoir ces droits humains dans le cadre global des droits de la nature. Donc je ne l'oppose évidemment jamais. Je veux juste rajouter le fait que je comprends qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu perturbées ou qui mettent en concurrence ces différents droits. Mais il faut aussi savoir qu'on a posé quand même un constat. Déjà, il y a un moment, le constat de ce qu'on appelle la myopie de la politique, c'est-à-dire que les hommes et les femmes politiques, c'est Rosan Vallon qui parle, je pense, de myopie politique, n'arrivent pas, comme les gens qui sont myopes, à regarder loin, donc à prendre en compte le temps long et les générations futures parce qu'ils sont préoccupés de se faire élire ou des approches à très très court terme. Donc il y a cette question-là et celle aussi de comment on intègre les expertises diverses et variées à la décision. Combien de députés parlent, interagissent avec des experts lorsqu'ils doivent être éclairés sur une loi pour pouvoir voter. Donc comment on intègre l'expertise à la décision. Donc ces deux choses-là ont été quand même, ces constats ont été posés. C'est pour ça aussi que tout un tas de réponses, le Parlement du vivant, le Parlement des choses, le Parlement du futur, ont été proposés à un moment donné. Donc ces choses-là sont aussi les résultats des avancées qu'on propose pour quand même avoir une réponse à des dysfonctionnements démocratique majeur, donc il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut essayer de voir comment ils répondent de mieux et ajustent ce qui s'est cassé. Merci. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Et je ne vous vois pas, en fait. Donc, il faut... Je veux bien, ouais. Donc encore merci, avec le micro qui marche, pour votre exposé. Moi, je me dis que cette utopie doit être possible, parce qu'on est dans une civilisation qui reconnaît bien la personnalité juridique à des sociétés anonymes dont le seul but est de faire du fric. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à reconnaître une personnalité juridique à des écosystèmes qui contiennent des vivants dont on a absolument besoin. Bon, ceci étant, j'ai quand même, je me pose des questions de... ce que vous proposez, c'est une espèce de version radicale de l'écologie, finalement, presque de l'écologie profonde, quoi. Et je me demande si le moment aujourd'hui est favorable, quoi. Il sera peut-être jamais, hein. C'est pas un bon argument, mais l'écologie est tellement en difficulté aujourd'hui que proposer ça, j'ai peur que ça heurte encore un peu plus et que ça se fasse encore plus d'ennemis à l'écologie courante, j'ai envie de dire. Et puis, ma deuxième remarque, c'est que je me pose la question, est-ce qu'on peut tout protéger juridiquement, quoi ? Est-ce qu'on peut donner des droits à tous ? Ce que je crains, c'est que cette démarche, finalement, amène à des îlots de protection, hein, la Loire, dans le meilleur des cas, le bassin de la Loire, peut-être le bassin de la Creuse. Hein, j'ai appris qu'il y avait à peu près la même chose qui se dessinait dans la Creuse. Et puis entre les deux, c'est-à-dire dans tous les espaces interstitiels non tout à fait remarquables, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on pourra faire n'importe quoi sous prétexte qu'il n'y aura pas de droit reconnu ? Je m'inquiète un petit peu de ça, quoi. Je m'inquiète un petit peu de ça. Et si bien que il y a peut-être une autre démarche que je vous soumets. Je ne suis pas du tout juriste, hein, mais j'ai appris que notre droit est inspiré fortement du droit romain, avec les trois composantes de l'usus, le fructus et l'abusus. Tout est à peu près propriété de quelqu'un ou de la collectivité. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer le droit de propriété ?
Parce que, franchement, l'abusus, hein, c'est-à-dire le droit de donner, de vendre, de détruire, d'hypothéquer, hein, on en souffre sérieusement, hein, dans la protection de l'environnement. Hein. À chaque fois, nous, qu'on est dans la nature locale, là, dans le Bois-Chaud Sud, là, eh ben, on trouve des agriculteurs qui détruisent le bocage, comme un peu partout en France, hein, ils ne sont pas pires qu'ailleurs. Et on leur dit, mais vous pourriez peut-être garder quand même quelques arbres. Mais on est chez moi, je suis chez moi là, quoi. Je suis chez moi, donc ça m'appartient. Donc je ne vois pas pourquoi je vous laisserais ça. Donc je me dis qu'il devrait y avoir la possibilité de réduire les attaques à la nature par le droit de propriété, par le vieux droit de propriété. Je sais bien que le code civil en fait quelque chose d'inviolable et sacré de la propriété, mais quand même, en matière de protection du patrimoine bâti, par exemple, quand on habite à moins de 50 mètres d'un monument historique, on ne peut pas faire n'importe quoi chez soi. On ne peut pas mettre les volets de n'importe quelle couleur. Pour protéger de patrimoine culturel, il y a des limites très, très importantes. Hein. Il y a des villages qui ne se développent pas. Le village de Ly-Saint-Georges, par exemple, pas loin de chez nous, il ne s'est pas développé parce qu'il y a un château fort. Voilà. Donc, je me dis que pour la nature, on devrait pouvoir réduire aussi, enfin, en agissant sur la troisième composante du droit de propriété, on doit pouvoir limiter les dégâts si on en a la volonté. Merci. Alors. Alors, on va peut-être attaquer directement sur la question brûlante du droit de la propriété. Est-ce que qui a envie de répondre à ça? Mais c'est marrant parce que vous avez commencé à dire parce que vous n'êtes pas trop radical. Moi, je pense que c'est complémentaire. D'une part, parce que je pense qu'on a définitivement plus le temps pour la politique des petits pas. Qui a encore envie de ça? Franchement, plus personne. Je crois qu'en fait, quand on dit qu'il faut inventer des nouveaux récits, les droits de la nature font définitivement partie de ces nouveaux récits qu'on a envie d'inventer. Et en plus de ça, ce que j'aime bien dans l'idée des droits de la nature, c'est qu'on prend le problème à la racine. C'est justement pas, on soigne pas les effets, on soigne la cause. C'est cette profonde distorsion et cette myopie juridique qui fait qu'on conçoit le monde qu'à travers les ressources qu'on peut en tirer. Et donc, concevoir autrui non humain, non pas comme un bien ou une ressource ou comme un service écosystémique, parce qu'on a développé tout un tas de possibilités juridiques de concevoir le monde en l'objectivant, mais bien en tant que sujet. Et donc, je trouve que c'est très complémentaire, à la fois de choquer, de bifurquer, et en même temps de continuer une écologie qui, par ailleurs, doit s'appliquer au quotidien sur tout un tas de choses dans notre vie, mais... Et cette question justement de la propriété, alors pour essayer de la rattacher aussi à votre question des îlots, aujourd'hui on a une politique d'îlots en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez les 400 réserves naturelles, les quelques parcs qu'on a sur le territoire, enfin quelques parcs, pour certains très grands, mais avec une protection, en termes de réserves naturelles marines, une protection qui est minime, c'est catastrophique. Un système juridique qui est en fait une espèce de un écran de fumée. Moi, je travaille avec le réseau des réserves naturelles de France. Ils me disent, mais on est des confettis. Donc, on peut bien parler d'îlots. Là, vraiment, on a une politique de confettis en termes de protection de la nature. Et donc, c'est intéressant parce que, effectivement, si on choisit la radicalité, on met les droits de la nature dans la Constitution, où on fait une grande loi sur les droits de la nature, et on protège tout. Et à nous, ensuite, effectivement, de sortir de cette logique d'îlots ou de confettis pour dire comment on rend toutes nos activités compatibles avec nos milieux naturels. Moi, je trouve ça génial. J'ai envie de dire, c'est vous qui êtes radical. Parce que c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Sortir, en plus, ce que je trouve très malsain, finalement, dans l'idée de dire, ah oui, bah, tel fleuve ou telle forêt a des droits. Encore une fois, c'est nous qui choisissons, quoi. Alors, c'est nous qui décidons. D'un point de vue éthique, c'est fortement questionnable comme stratégie. C'est-à-dire, bon, bah, par exemple, nos animaux domestiques, aujourd'hui, parce qu'on les aime bien, parce qu'on fait des câlins avec, ils ont un statut protégé, beaucoup plus protecteur de leurs besoins fondamentaux que le cochon d'élevage ou que le blaireau dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'on les aime bien. Bah, d'accord, mais ça suffit pas sur le plan éthique de dire on les aime bien. Donc, c'est vraiment, je veux dire,
notre capacité d'avoir de l'empathie, elle a des vitesses très différentes. Et donc, du coup, protéger de manière générale la vie dans nos territoires, ça me semble être la seule réponse valable sur le plan éthique. Donc, je vous rejoins complètement. Et sur la question du droit de propriété, on en parlait en venant, parce que, vous savez, comment on boucle cette boucle entre droit de la nature, commun, biorégionalisme, etc., pour repenser en fait la propriété et le rapport à la nature. Bon, dans le mouvement des droits de la nature, en fait, il y a cette idée en fait qu'on ne peut pas approprier la nature. C'est-à-dire que, par exemple, dans les territoires où chez les peuples premiers, moi j'ai travaillé en Guyane française, le sol, la terre, ne peut pas être approprié. On a un usage, un usufruit sur ce que produit la nature à la rigueur, mais personne ne peut s'accaparer la terre, ni la vendre, ni spéculer sur la terre. Or nous, justement, oui, on a construit tout notre droit sur cette relation de prédation à la nature, en pensant d'ailleurs, et c'était les théories libérales, hein, qu'un bon propriétaire était forcément un bon gestionnaire. C'est vrai pour la politique de l'eau, c'est-à-dire que finalement, on le voit aussi, tout ce mythe a été construit autour du fait que quand on possède, on fait forcément une bonne gestion et un bon usage de la nature. Alors c'est complètement faux. On le voit aujourd'hui, c'est complètement faux. Et donc, aujourd'hui, on a déjà d'ailleurs sur le régime des forêts, c'est assez intéressant, quelqu'un qui possède une forêt a de très nombreuses lois, réglementations qui indiquent la manière dont il doit gérer sa forêt. Il y en a même qui disent que finalement, les forêts publiques, les forêts publiques sont moins bien protégées que les forêts privées. Bon, je suis mal placée pour constater la réalité sur le terrain. Mais pour moi, la réponse, malheureusement, dans la propriété publique ou privée, elle ne remet toujours pas en question le fait que la science a dit les arbres sont des êtres vivants. Le droit ne voit pas d'êtres vivants dans la forêt. Aucun arbre n'est considéré au regard du droit comme un être vivant. Et pour moi, c'est ça la vraie question, c'est un arbre, c'est une grume quand il est coupé. Voilà, ça a une valeur quand il est coupé. On parle de couvert forestier. Dans les villes, on parle même, dans les PLU, on parle d'espace vert. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux dire, en termes de planification territoriale, il n'y a pas plus objectivant, je pense, que la manière dont on adresse cette question des forêts ou du végétal. Parce que ce que nous dit la science, et depuis très longtemps, c'est que les arbres ont des sens, les arbres interagissent, les arbres communiquent entre eux, etc., et maintiennent des relations. Et nous, on n'y voit que des grumes, que du bois, que des ressources pour faire soit de l'électricité, soit du bois de construction, etc. Donc, pour moi, vraiment, la question des droits de la nature, elle est aussi prendre le problème à la racine, et c'est bien dit pour des arbres, du coup, vraiment prendre le problème à la racine en disant, mais en fait, nous avons en face de nous des sujets qui ne sont pas appropriables juridiquement, et donc il faut rebâtir totalement notre relation aux autres, et on a beaucoup de mal à le faire. Par exemple, en 2015, quand il y a eu la réforme du Code civil sur la question des animaux, on a reconnu que les animaux sont des êtres sentients, des êtres doués de sensibilité, et on a gardé mais sont soumis au régime des biens. Parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette idée que tout nous appartient. Hilaria, est-ce que du point de vue... Tu voulais répondre spontanément. Ouais. Non, je voulais juste te demander, pour relayer la question de monsieur, d'un point de vue débat démocratique, est-ce que les droits de la nature, c'est une idée qui est... Enfin, donner des droits de la nature, est-ce que c'est une idée qui est trop avant-gardiste pour voir le jour ? Non, je ne crois pas, mais j'ai bien aimé votre question parce qu'en fait, elle nous rappelle aussi un principe de réalité. Vous dites aussi, attention, avec cette radicalité, on ne va quand même pas gagner les élections et c'est ceux qui, démocratiquement, sont élus qui ont prise sur la décision. Donc, nous, il faut agir là-dessus. Donc, si on veut arriver à avoir des représentants qui sont attentifs à cette chose-là, faut-il encore qu'ils soient votés. Donc, attention, discours conscient. Et si je comprends bien ce que vous dites, et je pense qu'il faut l'entendre et c'est important de le dire. Et que c'est justement pour ça qu'il faut être radicaux, au sens que ce que nous... Et je ne parle pas de la question de l'urgence, qui est vraie, sur les questions de changement climatique, mais nous avons quand même une radicalité, voire une brutalité aussi, face à certaines politiques ou manières de décider, auxquelles il n'y a que la radicalité au sens de venir à la racine, parce que c'est l'étymologie du mot radical. Donc venons à la racine aussi de la question démocratique. Prenons par exemple ce que vous proposez sur la propriété. Si on voulait faire exploser cette notion-là, aussi, il faut aussi se débarrasser de l'idée, c'est une propriété des personnes et donc de tout le monde. Non.
affirmant que c'est que la propriété de tout le monde, donc une propriété diffuse. Et si on accepte qu'on a la propriété diffuse sur certains éléments de la nature, je sais que le terme n'existe peut-être pas correctement en français, mais vraiment une propriété distribuée, chaque personne, signifie que ça implique qu'on décide autrement et on décide ensemble. Et donc, on réponse notre système démocratique. Et donc, c'est là que je viens à la question. On est peut-être dans une époque où on a un changement d'épistème, même plus que paradigmatique, de la manière de nouveaux droits, une nouvelle génération de droits. Donc, nous sommes là-dedans, peut-être dans cette époque. Et donc, il faut peut-être avoir le courage d'affirmer cette radicalité aussi politiquement comme un programme, comme un projet politique à part entière, qui s'oppose à d'autres, d'ailleurs, radicalité qu'on va peut-être revenir bientôt. Oui, c'était une question pour Hilaria, justement, peut-être une question délicate à répondre en public. Si je comprends bien le rôle de votre rôle et le rôle de votre commission, c'est en fait une commission consultative ou plus que cela, peut-être, voilà. Donc ma question pour aller sur cette base-là, sur ce que j'ai compris, est-ce que vous avez régulièrement l'occasion de vous réjouir sur les effets de votre travail? Je vous remercie de cette question qui me donne la paix. Est-ce que vous allez bien, Hilaria? Est-ce que vous avez besoin de parler? Alors, quand je suis arrivée à la CNDP il y a 8 ans, en tant que chercheuse, je me suis dit qu'il faudrait quand même des données qui donnent à voir quel est l'effet de nos débats sur la décision, parce qu'il faut les mesurer d'une certaine manière. Donc on a commencé à recueillir des données et à se rendre compte que 64% des projets, on a pris 111 débats publics sur 111 projets, pas politiques publiques. C'est pas la même chose, c'est beaucoup plus difficile sur les politiques publiques. On a vu que 64% des projets qui rentraient dans un débat public ne sortaient pas comme ils y étaient rentrés. Il y avait un changement dans une caractéristique ou dans un objectif, ou certains étaient abandonnés. Donc, la CNDP, elle, n'émet pas d'avis. C'est une instance neutre et indépendante. Nous ne devons jamais nous prononcer sur les projets et les politiques publiques. Nous devons donner à voir aux décideurs ce que le public pense. Donc, c'est en cela qu'elle est consultative, parce que nous donnons à voir le point de vue des personnes qui ont participé, et le décideur, lui, il fait ça. Et je décide. Donc, une décision est toujours politique, jamais technique, même quand il y a beaucoup de technique dedans, ce qu'on nous laisse croire des fois. Donc, on a vu qu'il y a en effet des débats sur certains projets, sur certaines décisions. Mais la force de nos débats, c'est leur capacité à poser certaines choses dans la sphère publique, allumer la lumière sur certains sujets, et aussi la reddition des comptes qui est inscrite dans les textes. Vous voyez, le code de l'urbanisme a des procédures de participation qui ne prévoient pas forcément la reddition des comptes. Nous, la loi qui concerne la CNDP avait été bien écrite à l'époque, dit 3 mois après la fin de la procédure, le décideur doit dire l'enseignement qu'il tire de la concertation. Tout doit répondre. La reddition des comptes, elle n'est pas très ambitieuse, mais elle est inscrite dans la loi. Donc, oui, on n'arrive pas de le temps. Donc, mais nous, ce n'est pas de notre responsabilité, justement. C'est le décideur qui doit, quand même, une fois qu'il s'engage dans les démarches de participation, on en envoie aujourd'hui, c'est un peu la mode, on a une prolifération de démarches participatives, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et là, c'est un risque qu'on détruise, qu'on creuse encore un désenchantement démocratique par le fait qu'on n'écoute pas les résultats de certaines démarches participatives. Et je voudrais juste conclure sur un point. Attention, parce je pourrais vous retourner la question. Est-ce qu'un débat réussi, par exemple sur un projet, c'est un débat suite auquel le projet est abandonné? Ou c'est un débat grâce auquel un collectif s'est créé? Ou c'est un débat grâce auquel un système de décision interne a été changé? Est-ce que c'est l'effet sur le projet, l'effet sur les acteurs, l'effet sur le système? Moi, je ne le mesure pas que sur une seule chose, sinon d'ailleurs je serais très frustrée. Pour moi, un débat où le projet continue tel quel, mais qui a mis en marche des collectifs, une sorte de capacitation citoyenne, c'est une forme de réussite démocratique. Sauf que le décideur, peut-être, ne l'appréhende pas comme ça, il dit, ah tiens, un collectif s'est créé, un émerdement, quoi. Enfin, voilà. Donc,
Donc voilà, il y a plusieurs manières aussi de mesurer. Donc des fois, je me console, on va dire moi-même, en disant bon, bah, on a réussi quand même à créer des choses. Mais sachez que quand même, les procédures de la CNDP, elles arrivent quand même à avoir un effet sur les projets. Quand il s'agit de... C'est pas vrai pour tous les projets, c'est pas vrai pour les politiques publiques tout le temps, parce qu'un projet qui concerne une ligne à grande vitesse, une déchetterie ou autre chose, la ligne se fait ou pas, la déchetterie se fait ou pas, de manière ou pas. Vous voyez concrètement la décision. Sur une politique publique, c'est plus difficile. Elle est étalée sur le temps, elle est portée par plusieurs acteurs, donc c'est difficile de voir comment la participation citoyenne arrive à avoir un impact sur les politiques publiques. Mais je vous remercie en tout cas de cette question qui est cruciale. On va prendre une question au fond. Merci, bonjour. J'aimerais savoir si vous avez est-ce que c'est possible de l'avoir, le pourcentage dans cette démarche de droit à la nature, quel est le pourcentage d'anthropomorphisme et c'est-à-dire que la Terre, les ressources vont diminuer, ou on va être malade, etc. Donc très centré sur les humains et les humaines. Et quelle est la part de compassion réelle, genre pour les beaux yeux de la nature? Est-ce que, du coup, c'est bien plus, et c'est ce que j'entends un peu, très anthropo, et c'est normal, notre espèce a envie de survivre, mais est-ce que vous arrivez à le mesurer, ça? Et puis, voilà, et du coup, et c'est en lien, c'est peut-être une deuxième question, quelle est la part des animaux domestiques dans toute cette démarche? Ou est-ce que c'est très porté sur le sauvage et surtout des intérêts pour les humains et les humaines? Est-ce que c'est... Merci. Alors juste avant, parce qu'il nous reste très peu de temps, s'il y a une dernière question, on la prend maintenant. Oui. Oui, je voudrais avoir quelques précisions de votre part, parce qu'il y a des avancées qui ont été très importantes sur, par exemple, l'accès à l'eau. L'eau a été reconnue comme un droit universel, un droit de l'homme universel il y a une dizaine d'années, à la suite de combats très importants. La France l'a reconnu dans le droit national, ce qui fait que les individus peuvent revendiquer l'accès à l'eau. Et dans la Constitution française, dans la Charte de l'environnement, le droit à un environnement sain est reconnu aussi. Alors, reconnaître des droits à la nature, qu'est-ce que ça apporterait de plus par rapport à cette charte de l'environnement, qui est quand même un document presque constitutionnel, c'est adossé à la Constitution. L'autre élément que je voudrais apporter est le droit à la nature. Comment ça nous aiderait à lutter contre le changement climatique? Vous parlez de la nature, bon, le vivant, mais le changement climatique est le deuxième pilier extrêmement essentiel à la survie de l'espèce humaine dans les décennies qui viennent. Est-ce que le droit à la nature peut contribuer à accélérer le changement et la transition écologique? Alors Marine, il te reste 4 minutes pour défendre les droits à la nature. Aucun problème. Sur la part de l'anthropocentrisme dans la démarche, je dirais que dans ceux qui ont initié le mouvement des droits de la nature, on parle de sociétés en Équateur, hein, donc qui sont donc une démarche qui repose sur une forme d'animisme, où donc, je parle quand on parle de la terre-mère, ou par exemple dans les îles Loyauté, on a en fait une relation totémiste avec les tortues et les requins, donc on considère comme une quasi-filiation les éléments de la nature qui composent le milieu avec nous. Donc là, on est peu dans une part d'anthropocentrisme, en fait, tout simplement parce qu'on ne conçoit pas nos modèles à travers uniquement la présence et la personnalité humaine. Donc dans ces formes d'expression-là du mouvement des droits de la nature, en fait, il n'y a pas d'anthropocentrisme. D'autres démarches plus occidentales, puisqu'il y a le mouvement des droits de la nature, par exemple, très fort aux États-Unis, à la fois dans les réserves autochtones, mais aussi sur d'autres territoires, comme sur le lac Erie, par exemple, où ça a été un mouvement qui est apparu pour la protection, notamment des droits des habitants à un accès à l'eau potable, et où le premier levier pour eux a été notamment de parler de ces droits du lac pour protéger aussi leur accès à l'eau. Tout comme, par exemple, parce que l'Espagne est le premier pays européen à avoir reconnu les droits d'un territoire aquatique, en l'occurrence la Mar Menor, depuis septembre 2022. La démarche était à la fois anthropocentrée, dans le sens où il y avait un attachement à ce territoire, un attachement qu'on pourrait voir comme culturel, parce qu'on a une sensibilité, on est né là, on fait partie de ce territoire depuis plusieurs générations pour certaines personnes, et donc on y a un attachement émotionnel et culturel. On pourrait voir ça comme quelque chose d'anthropocentré,
Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste parce qu'on développe du coup une cosmovision, une capacité d'empathie avec le milieu qui conduit finalement à proposer les droits de la nature comme une solution évidente dans ce genre de situation pour contrebalancer des intérêts qui sont vécus comme des intérêts aussi extérieurs, des fois, comme la surartificialisation des sols, comme l'utilisation d'engrais chimiques importés, etc. Donc pour moi, c'est difficile. Je ne peux pas évaluer avec des pourcentages ou des statistiques la part d'anthropocentrisme dans tout ça, mais pour beaucoup d'initiatives, il s'agit d'initiatives qui sont, en fait, moi je préfère le terme de bioperspectiviste à écocentré, parce que en fait, la question n'est pas de recentrer autour d'autre chose, mais vraiment d'élargir notre capacité de donner une perspective nouvelle à nos idées. Bioperspectivisme, pour moi, ça englobe la capacité de faire entrer le vivant dans notre vision du monde. Et c'est ce que masquent souvent nos modèles démocratiques. Et les espèces domestiques, dans tout ça, en fait, elles sont assez peu représentées parce qu'en fait, avec notre chien, avec notre chat, on a déjà quasiment des relations de filiation. D'ailleurs, à Paris, je ne sais pas si c'est le cas ici, à Paris, on a un cimetière pour chats et pour chiens. Le développement de notre capacité d'empathie vis-à-vis d'un autre être vivant domestique, il est beaucoup plus fort qu'avec un animal sauvage. Les mouvements des droits de la nature questionnent notre rapport plutôt avec ceux avec lesquels on a un plus faible capacité d'empathie. Parce que, par exemple, vous le savez, si quelqu'un écrase votre chien ou votre chat, pas parce qu'il vous en donne un autre que vous êtes consolé. On le sait qu'on ne peut pas échanger un être humain avec un autre être humain. Ni un... Ah oui, d'accord. Je parle de ceux qui ont des 1 milliard qu'on mange chaque Des animaux de ferme. Ah mais oui. Alors, nous, on a travaillé sur cette question-là. Si vous voulez regarder, on a fait tout un procès simulé sur les droits fondamentaux des cochons d'élevage et le lien entre droits des animaux et droits de la nature en Bretagne. Puisqu'on travaille sur le phénomène des algues vertes. C'est une vidéo, ça dure 3 heures. Vous pouvez regarder sur notre page YouTube. On a fait un procès simulé sur l'élevage intensif breton. Et donc, oui, il y a une question de pont, en fait, entre les deux. Pardon, je m'arrête. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faudrait repartir de toute façon de cette charte de l'environnement et la réécrire juste complètement. Non mais bon, alors elle est très belle quand même, elle est bien faite quand même. Elle est bien. En fait, elle est bien, mais elle est anthropocentrée, c'est-à-dire que déjà le préambule prévoit que l'environnement est le patrimoine commun de l'humanité, d'accord? Mais en fait, on n'est pas que l'humanité comme espèce sur cette planète. Donc pourquoi le patrimoine commun de l'humanité? Ben non, de toutes les espèces, notre patrimoine commun. Pourquoi nous uniquement? On le voit bien, le problème il vient de considérer que justement il n'est commun qu'aux êtres humains. Et donc revoir un petit peu ce contrat de base qu'est la charte de l'environnement, peut-être en fait une déclaration des droits de la nature et des citoyens pour inclure la part de citoyenneté aussi dans ce modèle, et puis repartir effectivement du biais constitutionnel, parce que par exemple, pour vous illustrer un exemple où le juge est venu utiliser les droits de la nature en matière climatique, et pour un peu essayer de rassembler ces deux questions, en droit constitutionnel colombien, il existe justement un droit environnemental qui est prévu dans la Constitution équatorienne, et le juge, saisi par une coalition de jeunes, d'enfants qui allaient de 8 à 18 ans, a été saisi par le juge colombien parce qu'ils ont dit mais la politique de lutte contre la déforestation menée en Colombie ne suffit pas à nous préserver du dérèglement climatique. La Colombie, vous savez, en 2015, s'était engagée à réduire drastiquement la déforestation, et au lieu d'aller en baissant, la déforestation, on avait augmenté dans les années suivant l'accord de Paris. C'était quand même un peu un comble. Ces enfants ont saisi la justice, et le juge constitutionnel, non seulement a reconnu qu'effectivement, il s'agissait d'une violation constitutionnelle des droits à la santé, à la vie, à un environnement sain de ces générations futures, mais le juge a aussi dit, mais c'est aussi une violation des droits fondamentaux de la forêt elle-même, et a reconnu ex nihilo les droits fondamentaux de la forêt colombienne en disant, voilà, l'État colombien a tant de mois pour se mettre en compatibilité avec les accords de Paris, et a mis en place une commission de suivi suite à cette décision. L'État colombien devait revenir tous les 3 mois pour présenter le programme qu'il avait mis en place pour lutter contre la déforestation. Et aujourd'hui, effectivement, on voit les effets de cette lutte contre la déforestation, parce qu'en Colombie, enfin, la courbe de déforestation a ralenti, et que le gouvernement s'est mis en ordre de marche. Donc oui,
il y a un lien évident aujourd'hui, effectivement, entre la protection des droits fondamentaux humains, comme je le disais tout à l'heure, et les droits de la nature, parce qu'en fait, le juge énonce ce qu'on fait en Colombie et ce qui est en train de prendre au sein de toute la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ce qu'on appelle les droits bioculturels, c'est-à-dire le fait que la protection des droits fondamentaux de la nature, encore une fois, est profondément liée avec les droits fondamentaux humains et qu'on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Sur la charte environnementale, je pense quand même que derrière cette envie de reconnaître des droits à la nature, il y a la question de la reconnaissance, de reconnaître que la nature, c'est autre chose qu'un contenant, qu'une ressource. Donc, si on se pose la question de la reconnaissance, le droit peut être une réponse, une manière de reconnaître les personnes, leur dignité et tout ce à quoi elles ont droit. Mais je pense quand même que la charte de l'environnement actuelle et les législations françaises qui relèvent du code de l'environnement est déjà un premier outillage intéressant parce qu'elle pose, certes, les personnes, l'individu, pas encore d'autres types d'acteurs du vivant, comme à travers la reconnaissance de leur droit à être informés, à participer, on en fait quand même des sentinelles, parce que le postulat de départ dont je vous parlais, le fait si on est informé, si on partage les décisions sur l'environnement, elles seront de meilleure qualité, donc l'environnement sera mieux protégé, c'est quelque chose de très à l'avant-garde qui ouvre la voie, justement, à des nouvelles formes de reconnaissance. Donc, je pense que la France a un arsenal législatif qui est bien outillé déjà, qui est beaucoup plus contemporain que ce qu'on le croit. Si on regarde bien le Code de l'environnement, dans certaines pages, ce sont des vrais traités de sens politique lorsqu'il parle de légitimité de la décision, etc. Et pas de l'égalité, justement. Donc, ça ouvre la voie à des formes de reconnaissance comme des nouveaux droits auxquels il faudra vraiment, vraiment songer. Oui. Merci à toutes et à tous. Merci Laria, merci Marine. Beaucoup de ce que vous avez dit. Nous sommes un certain nombre, quelques-uns, à faire partie de ce qu'on appelle le Parlement de Creuse dans cette salle. Donc, bon, il y en a qui vont descendre. Il se trouve que j'ai écrit un petit texte très vite, mais voilà, les autres ne l'ont pas vu. Mais comme on est un exemple de démocratie, ils vont le lire avec moi. Alors, c'est un texte que j'ai écrit un peu en dernière minute. Tu vois, j'ai mis les trucs comme ça, là. Donc toi, tu t'arrêtes là. Après, toi, tu vas jusque-là et tu vas jusque-là. Après, ici, là, et puis moi, je finis. Ok ? On va avoir un petit tapis musical. Alors, j'espère que vous allez pouvoir lire ce que j'ai écrit. Ouais, j'espère. Ah, attends, moi, je m'arrête là. Donc, là, Ah oui. Ouais, c'est le clapotis de l'eau. Des gens qui se baignent, petits et grands, autour d'un arbre. Les randonneurs et randonneuses qui arpentent des chemins le long d'un cours d'eau, des pêcheurs qui y partagent leur passion. La Creuse traverse nos lieux de vie et nous traverse aussi un peu. Le bétail qui s'y abreuve, des agriculteurs qui déploient leur activité, une industrie parfois qui prend sa place. La Creuse traverse nos lieux de vie et nous traverse aussi un peu. L'eau que l'on boit, l'eau qui nous lave et nous lavons l'eau, et nous qui lavons l'eau, l'eau qui nous rassemble, l'eau qui nous divise, l'eau qui se dégrade et l'eau qui coule, l'eau qui stagne. L'eau, c'est la vie. La Creuse traverse nos lieux de vie et nous traverse aussi un peu. Des poissons qui y vivent, qui remontent le courant, des batraciens, des reptiles, des insectes, des bactéries, des algues et des arbres, et des herbes folles, des cailloux, du sable, des sédiments. La Creuse traverse nos lieux de vie et nous traverse aussi un peu. Creuse, la Creuse, une rivière. Plus qu'une rivière, un bassin. Plus qu'un département ou la partie d'un nom de ville, la Creuse mérite qu'on s'occupe d'elle, pas simplement comme une ressource, mais aussi comme un élément central du paysage, comme un espace de vie.
un élément constitutif de nos vies intimes et collectives et de notre vie sociale. La Creuse mérite qu'on s'occupe d'elle et que des hommes et des femmes s'approprient tous ces enjeux, la défendent les intérêts des vivants non humains qui y vivent évidemment et en font la beauté. La Creuse a des droits à faire respecter. C'est le sens du Parlement de Creuse qui, depuis 1 an, nous occupe. Nous vous proposons de descendre avec nous pour l'atelier qui suit. Nous voulons écrire un manifeste. Nous ne l'écrirons pas aujourd'hui, mais nous voulons, avec vous, recueillir de la matière pour pouvoir l'écrire plus tard. Peut-être que l'année prochaine, nous l'aurons écrit et nous ferons aussi un événement pendant Chapitre Nature pour le signer collectivement. Nous vous proposons de descendre avec nous pour l'atelier, pour y prendre part le temps d'une fin d'après-midi et plus si affinité.